Dans l'ombre d'une légende qui a illuminé le monde entier, une femme a veillé, aimé et souffert en silence, portant sur ses épaules le poids d'un héritage immortel. Pendant plus de 40 ans, Rita Marley a été cette force tranquille, l'encre invisible derrière Bob Marley, tandis que des millions dansaient au rythme de One Love et pleuraient sur No Woman No Cry. Mais sa réalité était bien loin des hymnes à la paix et à l'unité que le monde chantait, c'était un mélange poignant de trahison profonde, de dévotion inébranlable, de violence brutale et d'une foi qui défiait les tempêtes. Aujourd'hui, alors qu'elle approche des 80 ans, Rita a choisi de briser ce silence long et pesant, révélant des vérités qui remettent en question tout ce que nous croyions savoir sur les Marley. Comment survit-on à une balle dans la tête pour monter sur scène 2 jours plus tard, le sang encore frais dans les dreadlocks? Que ressent-on en préparant le petit déjeuner pour son mari et sa maîtresse sous le même toit, en feignant un calme que le cœur hurle? Et comment porte-t-on le fardeau d'un héritage qui n'a jamais été pleinement le sien, mais qui a toujours reposé sur ses épaules fragiles? Dans cette exploration intime, nous plongeons au cœur de ce que Rita a enfin confié, une histoire qui transforme notre vision de Bob Marley, non plus seulement comme un prophète musical, mais comme un homme complexe, et de Rita comme la véritable gardienne d'un feu sacré. Bien avant que le monde ne s'incline devant Bob Marley comme une icône planétaire, avant les dreadlocks emblématiques qui ondulaient au rythme de ses hymnes à la paix et à la résistance, il n'était qu'un jeune homme des ruelles poussiéreuses de Trenchtown, en Jamaïque, armé d'une guitare usée et d'un message brûlant qui couvait en lui comme un feu prêt à embraser l'âme collective. À ses côtés, souvent effacé dans l'ombre des projecteurs mais toujours au centre battant de son existence, se tenait Rita Marley, sa partenaire non seulement dans la musique qui les unissait, mais aussi dans une foi inébranlable, dans les épreuves qui les forgeaient et dans une vie tissée de joie fugace et de peine profonde. Leur rencontre n'avait rien d'un coup de foudre hollywoodien, elle s'était produite dans la chaleur étouffante et le pouls rythmé du Studio One, ce sanctuaire légendaire de Kingston où naissaient les sons qui allaient conquérir le monde. Rita, alors membre du groupe féminin The Soulettes, était guidée par un Bob Marley calme mais résolu, un jeune artiste qui préférait envoyer des intermédiaires pour exprimer son intérêt plutôt que de se déclarer ouvertement, comme si les mots directs risquaient de briser la magie naissante. Pourtant, leur connexion s'intensifia rapidement, comme un feu qui prend vie sous une brise inattendue. Rita, déjà mère d'une petite fille nommée Sharon issue d'une relation précédente, vit en Bob une authenticité rare, une flamme pure qui transcendait les épreuves quotidiennes de la pauvreté jamaïcaine. En retour, Bob accueillit Sharon comme sa propre enfant, un geste qui posa la première pierre d'une famille qui deviendrait le pilier de leur existence commune. Le 10 février 1966, ils scellèrent leur union. Rita n'avait que 19 ans, Bob à peine 21. Cette année-là, un événement transformateur vint bouleverser non seulement leur relation naissante, mais aussi leur chemin spirituel. Tandis que Bob luttait aux États-Unis, dans le Delaware, pour subvenir aux besoins de sa jeune famille en travaillant dans une usine automobile, Rita restait en Jamaïque, confrontée à un moment qui la marquerait à jamais, la visite de l'empereur Haïlé Sélassié Ier, figure divine du rastafarisme. Lorsque le cortège impérial passa devant elle, Rita jura avoir aperçu des marques de clous sur ses mains, un signe mystique qui confirma sa dévotion profonde et éternelle à cette foi qui célébrait les racines africaines, la résistance et l'unité spirituelle. Ce vision ne fut pas un simple épisode isolé. Elle le partagea avec Bob à son retour, bouleversant sa vision du monde et infusant son art d'une spiritualité nouvelle. Ensemble, ils formèrent un partenariat unique, où Rita n'était pas une ombre passive, mais une force vitale. Professionnellement, elle soutint Bob en tant que membre des E-Trees, ce trio vocal puissant qui apportait une richesse harmonique et une âme profonde au son des Weller, transformant leurs mélodies en anthems universels. Personnellement, elle était son ancrage dans la tourmente, à travers la pauvreté qui les rongeait, la violence politique qui embrasait Kingston, et les tournées incessantes qui les séparaient souvent. Leur lien n'était pas conventionnel loin des normes monogames de l'Occident, mais il était indéniable, forgé dans le feu d'une Jamaïque en ébullition. Ils bâtirent une famille atypique, composée de 3 enfants biologiques, ceux d'Ella, Ziggy et Stephen, ainsi que d'enfants adoptés ou issus de relations extérieures, un foyer empli de musique, de mouvement et d'un sens profond de la communauté. Les années 1970 marquèrent l'ascension fulgurante de Bob, mais aussi l'apogée des tensions politiques en Jamaïque. Les factions rivales ou le People's National Party et le Jamaica Labour Party transformaient les rues en zones de guerre, où les balles sifflaient comme des serpents dans l'herbe. Bob, devenu un héros culturel, était à la fois un symbole d'unité et une cible vivante. Le 3 décembre 1976, l'impensable se produisit, des hommes armés prirent d'assaut leur maison sur Hope Road à Kingston, quelques jours avant le concert Smile Jamaica,
un événement gratuit destiné à apaiser les divisions nationales. Les balles fusèrent dans la nuit, Rita fut touchée à la tête, le sang coulant le long de ses dreadlocks, Bob reçut 2 projectiles, et leur manager fut grièvement blessé. Par miracle, ils survivèrent tous, mais ce qui suivit fut un acte de défi pur. À peine 48 heures plus tard, Rita, la tête bandée et le corps encore marqué par la violence, montait sur scène aux côtés de Bob. Sa présence n'était pas un geste symbolique, c'était une protestation vivante, un cri muet contre la haine qui rongeait leur île. Bob, le bras levé malgré ses blessures, livra l'une des performances les plus emblématiques de l'histoire du reggae, prouvant que la musique pouvait triompher là où la politique et les armes échouaient. Cet épisode ne brisa pas leur lien, il le renforça, mais il força aussi Bob à s'exiler à Londres pour sa sécurité. Là, il acheva Exodus, l'album que le magazine Time qualifierait plus tard de meilleur du XXe siècle, un opus où Rita rejoignit non seulement comme épouse, mais comme partenaire créative, apportant sa voix et son soutien tandis qu'il versait son âme dans des chansons comme Natural Mystic ou Three Little Birds. Leur mariage évolua alors vers quelque chose de plus spirituel que romantique. Avec la renommée croissante de Bob, ses relations avec d'autres femmes s'intensifièrent, un aspect de sa vie que Rita choisit d'accepter avec une grâce qui défiait l'amertume. Elle écrivit un jour qu'elle avait dû s'entraîner à voir Bob comme un frère aimant plutôt qu'un mari exclusif, une transformation intérieure qui préservait leur respect mutuel. Il n'a jamais permis à aucune de ces femmes de me manquer de respect, se souvient-elle, soulignant une entente tacite, non pas de possession, mais de présence éternelle. Lorsque Bob fut diagnostiqué d'un mélanome acral lentigineux en 1977, une forme rare et agressive de cancer de la peau, Rita resta à ses côtés avec une dévotion qui transcendait la douleur. Elle l'accompagna en Allemagne pour des traitements alternatifs, à Miami pour des consultations médicales, naviguant entre hôpitaux, presse omniprésente et les tournées qui ne s'arrêtaient pas. Parfois, elle préparait le petit déjeuner non seulement pour Bob, mais aussi pour lui et Cindy Breakspeare, l'une de ses partenaires les plus connues, une beauté jamaïcaine couronnée Miss Monde en 1976. Il y avait de la souffrance, bien sûr, une jalousie qui rongeait l'âme, mais Rita endurait, revenant toujours à sa conviction que sa place était auprès de lui, comme soignante, confidente et compagne spirituelle. Leurs derniers jours furent calmes et sacrés. Bob portait une bague offerte par la royauté éthiopienne, contenant, dit-on, des reliques du roi Salomon, un symbole de sa foi rastafarienne qu'il garda jusqu'à la fin. Rita lui lavait les dreadlocks, lui parlait doucement, l'entourait de musique et de prières, créant un cocon de paix dans l'ombre de la mort imminente. Lorsque Bob s'éteignit le 11 mai 1981 à seulement 36 ans, Rita décrivit ce moment comme une chute vertigineuse, la perte de sa force, de son homme, de son premier amour. Mais elle ne s'effondra pas, au contraire, elle devint la gardienne farouche de son héritage. Elle prit les rênes de Tuff Gong Studio, géra la succession avec une résilience silencieuse, affrontant des défis juridiques et personnels qui auraient brisé bien des âmes. Les critiques doutaient d'elle, certains membres de la famille la contestaient, mais Rita resta ferme, guidée par la conviction qu'elle n'était pas la veuve de Bob, elle restait sa partenaire éternelle. Elle poursuivit sa propre carrière musicale, sortant des albums nommés aux Grammy Awards comme Arambe ou Feel It Knows It, des œuvres qui portaient sa voix puissante et son message d'émancipation. Elle fonda la Rita Marley Foundation, une organisation dédiée à la réduction de la pauvreté et à l'autonomisation des femmes en Jamaïque et au Ghana, prolongeant ainsi l'activisme qu'elle avait partagé avec Bob. Sans elle, comme le dit son fils Iggy, rien de tout cela n'aurait existé, la carrière de Bob ne serait pas l'empire qu'elle est devenue. À la retraite à Miami, entourée de petits-enfants qui l'appellent Nana Rita avec une tendresse infinie, elle reste la colonne vertébrale de la dynastie Marley. Même dans le silence des années passées, son influence résonne. Dans les harmonies des Itris qui ont donné une âme au reggae, dans les archives de Tuff Gong qui préservent l'héritage, dans chaque parole de No Woman No Cry qui évoque sa force tranquille. Ils avaient bâti ce qui ressemblait à un portrait familial parfait, rempli de musique vibrante, d'enfants rieurs et d'idéaux partagés qui donnaient l'illusion d'un amour indestructible. Mais en réalité, la monogamie était étrangère au mode de vie et aux croyances spirituelles de Bob Marley. En tant que rastafarien dévoué, il voyait les enfants comme des dons divins de Jah, et la retenue sexuelle n'était pas une vertu qu'il pratiquait. Les enfants, c'est merveilleux, disait-il souvent. Il n'en faut pas beaucoup, tu sais, juste une gentille fille qui ne prend pas de contraceptif. Ce n'était pas une remarque légère, c'était une philosophie de vie, ancrée dans une vision où la procréation était un acte sacré, un moyen de perpétuer l'esprit et la résistance.
Au cours de sa courte existence, Bob a officiellement reconnu au moins 11 enfants issus de cette femme différente, et certaines sources murmurent que le chiffre réel pourrait être plus élevé, avec des rumeurs d'enfants non reconnus disséminées dans diverses régions du monde. Sa musique prêchait la fidélité à la vérité et à l'esprit, mais en amour, Bob était un nomade, dispersé entre des relations qui se chevauchaient comme les vagues de l'océan jamaïcain. Pendant son mariage avec Rita, les aventures se multiplièrent, non pas comme des écarts ponctuels et discrets, mais comme des liaisons durables qui tissaient un réseau complexe autour de leur foyer. Certains de ses enfants naquirent à quelques jours d'intervalle. En mai 1972, il accueille Robert Marley Jr. le 16, puis Rohan Marley 3 jours plus tard le 19, chacun d'une mère différente, et cela moins d'un mois après la naissance de Stephen Marley, fils de Rita. Ce chevauchement n'était pas un hasard, c'était le reflet du désir infatigable de Bob de bâtir un héritage à travers sa descendance, quel qu'en soit le prix émotionnel pour ceux qui l'entouraient. Rita, qui était déjà mère de Sharon issue d'une précédente relation et adoptée par Bob, éleva non seulement ses propres enfants biologiques, mais aussi plusieurs de ceux nés d'autres femmes. Julian, Karen et Rohan trouvèrent un foyer sous son toit, aux côtés de ceux d'Ella, Ziggy et Stephen. Dans son livre No Woman No Cry, My Life with Bob Marley, Rita confie la douleur de ces moments, avouant qu'elle refusait souvent les rapports sexuels avec Bob par peur qu'il couche avec d'autres sans protection, risquant des maladies ou d'autres grossesses. Son refus n'était pas du rejet, mais un mélange de peur et d'épuisement. Comme on dit, tu serres les dents et tu tiens bon, déclara-t-elle à BBC Caribéan. C'est ce que j'ai dû faire parce que j'étais tellement amoureuse de cet homme. Mais le poids émotionnel était immense, élever des enfants nés d'infidélité, vivre avec le fait que d'autres femmes portaient les fruits de son mari, maintenir une façade publique d'unité tout en luttant contre une jalousie qui la tourmentait en privé. Elle n'est jamais partie, voyant leur lien comme spirituel, désigné par Dieu. Dieu nous a unis, disait-elle souvent. Avec le temps, elle se vit comme bien plus qu'une épouse, une protectrice, un ancrage, comme sa sœur, sa mère et son ange gardien. L'une des liaisons les plus publiques de Bob fut avec Cindy Breakspeare, une beauté jamaïcaine à la peau claire qui remporta le titre de Miss Monde en 1976. Leur relation s'étalait dans la presse locale, ajoutant une pression insoutenable à un mariage déjà fragilisé. Cindy donna naissance à Damian Marley, aujourd'hui Junior Gong, l'un des héritiers musicaux les plus acclamés de Bob. Cindy se souvient du poids social de cette liaison avec un rastafarien, venant d'un milieu privilégié de Kingston, c'était un peu effrayant, avouait-elle, ma vie changerait à jamais. Et ce fut le cas. Cindy n'était pas seule, d'autres femmes comme Janet Hunt, Lucy Pounder, Anita Belnavi, Janet Bowen et Pat Williams portèrent des enfants de Bob. Certaines, comme Belnavi, championne de tennis de table, étaient célèbres à leur manière, d'autres restèrent dans l'ombre. Ce qu'elles partageaient, c'était le fardeau d'un lien avec un homme émotionnellement absent, partagé entre plusieurs vies, qu'elles ne pouvaient jamais avoir pour elles seules. Certains enfants furent accueillis dans la maison des Marley, d'autres grandirent à l'écart. L'un des cas les plus déchirants fut celui de Makeda Janesta Marley, née quelques semaines après la mort de Bob, sa mère Yvette Crichton étant l'une des dernières partenaires. Makeda grandit aux États-Unis, loin de ses demi-frères et sœurs, coupée de l'empire musical et du mythe que le nom de son père était devenu. Malgré ce chaos, les enfants de Bob ont tracé leur propre voie. Ziggy, Stephen et Damian sont devenus des artistes mondialement connus, perpétuant le reggae avec une touche personnelle. Julian et Kimani ont fait leur marque dans le reggae et le hip-hop, tandis que d'autres comme ceux d'Ella se sont orientés vers les affaires, le sport ou une vie privée. Mais la dynamique familiale n'a jamais été simple, certains frères et sœurs se connaissaient à peine durant l'enfance, d'autres se sentaient plus proches de Rita que de leur mère biologique, et beaucoup luttèrent pour trouver leur place dans une famille aussi vaste, célèbre et fragmentée. En public, la marque Marley projetait l'unité, une coalition arc-en-ciel d'enfants souriants, de collaboration musicale et d'hommages communs. Mais en privé, les fissures persistaient, derrière chaque photo de famille se cachait une histoire de douleur, de jalousie et de confusion. Le monde voyait One Love, mais ceux à l'intérieur du cercle Marley connaissaient le prix de cette vision. Bob chantait la paix, mais sa vie amoureuse semait la guerre dans les cœurs de ses proches. Pourtant, ils ont tenu bon, Rita a tenu bon, et les enfants, aujourd'hui adultes, portent son nom avec une fierté matinée de douleur. Le monde vénère toujours Bob Marley comme un prophète, un messie musical, un symbole d'espoir, mais derrière l'icône se cachait un homme plein de contradictions. Fidèle à sa musique mais pas à son mariage, dévoué à sa famille mais incapable de la contenir dans les normes traditionnelles. Sa vie fut légendaire, mais non sans dommages collatéraux. Encore aujourd'hui, l'héritage des Marley est complexe, un legs d'amour, oui,
mais aussi de trahison, de résilience et de survie émotionnelle. Ils ont construit ce qui ressemblait à un portrait familial parfait. Ce qu'ils ont réellement vécu était bien plus humain, imparfait, magnifique et tragique. La tempête juridique qui suivit la mort de Bob fut comme une vague déferlante qui emporta tout sur son passage, laissant Rita au cœur d'un ouragan émotionnel et légal qui dura des décennies. Lorsque Bob Marley s'éteignit le 11 mai 1981, le monde pleura la perte d'un prophète musical, mais pour Rita, sa veuve, la douleur transcendait le deuil personnel, elle se retrouvait propulsée dans un enchevêtrement de trahison, de procès, de documents falsifiés, de contestations de paternité et d'ego en guerre, une bataille étalée sur 3 continents qui ébranla la famille Marley jusqu'à ses fondations les plus profondes. Bob avait laissé derrière lui non seulement un empire musical en pleine expansion, mais aussi un vide abyssal, aucun testament. Ce refus n'était pas un oubli. En tant que rastafarien convaincu, parler de la mort était une violation spirituelle, rédiger un testament revenait à reconnaître sa finalité, alors que pour les Rastas, la mort n'est qu'une transformation, un passage vers une existence éternelle. Un testat, sa succession estimée à environ 30 millions de dollars à l'époque, une somme colossale pour un artiste jamaïcain, fut régie par la loi jamaïcaine, qui accordait immédiatement 10% à la veuve, 45% à percevoir pendant sa vie, et le reste à partager équitablement entre les enfants. Mais la réalité fut bien plus chaotique. Bob avait 11 enfants reconnus issus de cette femme différente, et tous n'étaient pas légalement validés au moment de sa mort. Certains, comme Imani Carroll, prétendument sa première fille, ne furent jamais officiellement intégrés à la succession. D'autres, comme Makeda Janesta, naquirent après son décès et grandirent loin du cercle familial. Sans document clair, chaque aspect de l'héritage devint un terrain de débat. La légitimité des héritiers, l'autorité sur l'image de Bob, les droits d'auteur qui généraient des millions. La révélation la plus explosive surgit peu après le décès. Rita, désespérée de préserver le contrôle sur l'héritage de son mari, aurait falsifié sa signature sur plusieurs documents juridiques clés, avec l'aide de l'avocat de Bob, David Steinberg. Ces papiers visaient à transférer des droits d'édition et des parts commerciales précieux à son nom, un stratagème qui fut rapidement découvert. Les tribunaux jamaïcains la destituèrent de son rôle de fiduciaire, soumettant la succession à une révision judiciaire complète. Cette trahison brisa la confiance au sein de la famille, jetant une ombre durable sur l'image publique de Rita, qui passa de gardienne vénérée à figure controversée. Pendant ce temps, d'autres acteurs entraient en scène, anciens membres des Weller, producteurs, comptables, parents éloignés, chacun réclamant une part du trésor Marley. Chris Blackwell, le patron d'Island Records qui avait propulsé Bob sur la scène internationale, se trouva en position délicate. Accusé par certains de profiter de l'héritage à des fins lucratives, il était vu par d'autres comme le seul capable de naviguer dans ce labyrinthe juridique et commercial entourant le catalogue et la marque Marley. Au centre de ce tourbillon, les enfants, Ziggy, Stephen, Cedella, Julian, Rohan, Damian et d'autres, chacun confrontés non seulement à la perte de leur père, mais à une famille divisée. Beaucoup avaient grandi séparément, dans des foyers différents, des contextes variés, certains en Jamaïque, d'autres aux États-Unis ou en Europe. L'absence de testament força la famille à prouver les liens de filiation via des déclarations sous serment, et dans certains cas, des tests ADN. Des dizaines d'individus en Jamaïque et dans la diaspora affirmèrent être des enfants de Bob, ouvrant la voie à des opportunistes, des marchandises contrefaites et une série de procès interminables sur les droits à l'image et les redevances. Les droits musicaux étaient au cœur de tout, le catalogue de Bob générait des millions annuels, convoités non seulement par la famille, mais par d'anciens musiciens et producteurs. Les litiges sur les crédits de composition, les parts d'édition et les droits de tournée menèrent à des procès en Jamaïque, au Royaume-Uni et aux États-Unis. L'un des plus amers concerna la vente du catalogue musical. Rita et ses enfants s'opposèrent au prix de 8,2 millions de dollars, estimant qu'ils sous-évaluaient l'héritage de Bob. Ils portèrent l'affaire jusqu'au Conseil privé du Royaume-Uni et remportèrent la victoire, mais ce n'était pas l'argent qu'ils recherchaient. Dans une solution créative, Island Records finança un plan permettant à chaque enfant Marley de recevoir 1 million de dollars à sa majorité, tout en laissant à la famille le contrôle principal du catalogue. Ce fut un rare moment d'unité dans une famille souvent divisée. Aujourd'hui, l'empire House of Marley s'étend bien au-delà de la musique. Casque audio, produits à base de cannabis, vêtements et initiatives écologiques, dirigés par Ziggy, Cedella et Stephen. Mais en coulisses, les blessures de la guerre successorale persistent, certains enfants restent éloignés et des arrangements financiers ravivent des tensions. Rita, âgée de plus de 78 ans en 2025,
ne gère plus l'héritage mais reste sa matriarche spirituelle. Malgré les trahisons et les scandales, elle parle toujours de Bob avec respect, « Je ne me suis jamais vue comme sa veuve, je suis encore sa partenaire ». La valeur de la succession Marley dépasse les 500 millions de dollars. Bob figure toujours sur la liste Forbes des célébrités décédées les mieux rémunérées, générant des dizaines de millions annuels. Mais aucun montant ne peut effacer la douleur des conflits, des trahisons, des liens brisés. Des décennies plus tard, l'héritage Marley reste hanté par le prix d'un homme qui refusa d'écrire un testament. Ainsi, l'histoire de la fortune de Bob Marley n'est pas seulement celle de musique ou d'argent, c'est une mise en garde sur ce qui arrive quand la foi se heurte à la loi, quand l'amour est mis à l'épreuve par l'héritage, et quand la mort d'un homme devient un champ de bataille pour ceux qu'il laisse derrière. Au final, Bob n'a pas seulement laissé un message de paix, il a laissé une tempête. Pendant des années, le monde a vu Bob Marley comme un prophète de paix, un révolutionnaire, un messie musical, mais derrière les hymnes et la légende, il y avait une femme silencieuse, constante, marquée. Rita Marley a enfin levé le voile, et ce qu'elle a révélé n'était pas seulement douloureux, c'était profondément humain. Et maintenant, à vous de répondre. Le refus de Bob Marley de s'engager auprès d'une seule femme était-il une conviction sacrée ou simplement une excuse habile pour justifier ses excès? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.